Bonsoir. L'invité du jour, il fait partie de cette génération de jeunes Africains audacieux qui adorent les défis et qui n'ont pas peur de l'échec. C'est un jeune entrepreneur camerounais multi-casquettes. Il est docteur en médecine, il est blogueur influent dans son pays. Il est écrivain, conférencier, formateur, consultant en études de projets et président du conseil d'administration de la Startup Group SA. Le docteur Claudel Nobissier est dans le fauteuil blanc ce soir. Bonsoir et merci de nous rejoindre dans la surface de vérité. Merci beaucoup et merci pour ce privilège. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir ce soir. En faisant mes recherches dans le cadre de cette émission, je vois un petit surnom. Assassin, ça veut dire quoi? Alors, Assassin, c'est mon pseudonyme parce que je suis artiste aussi, musicien. J'ai fait du rap. Et lorsqu'on fait du rap, il y a un événement qui s'appelle des freestyles. Ça veut dire qu'avec d'autres rappeurs, chacun essaye de montrer qu'il est meilleur que l'autre. Donc pendant ces événements-là, moi je m'appelais l'Assassin, mon pseudonyme, comme pour dire que j'assassine les autres sur le plan lyrical, sur le plan des mots. Et aujourd'hui, j'ai décidé de continuer d'adopter cela parce que j'estime qu'en Afrique, il y a beaucoup de médiocrité qu'il faut assassiner. Qu'il faut assassiner. Oui. Ça, c'est dans le sens positif et ça rassure parce que c'est effrayant quand même. Et vous êtes au Burkina dans quel cadre exactement? Dans les affaires? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la 3e fois que je viens au Burkina. J'ai été déjà en 2021, en 2022, ce qui m'a permis de pouvoir rencontrer beaucoup de personnes ici localement et de tisser des activités économiques. Donc là, je suis revenu pour pouvoir déjà rencontrer ces partenaires avec lesquels nous travaillons et en marge de cela, organiser des événements comme des conférences ou alors du networking avec d'autres partenaires économiques potentiels. Oui, c'est vrai que vous êtes dans l'entrepreneuriat digital. Coach, motivateur, influenceur, formateur, ce sont des métiers en vogue aujourd'hui et apparemment qui nourrissent son homme. Alors, je suis médecin. Parce que c'est la première chose qu'il faut retenir. Moi, j'ai fait mes études en médecine à l'Université des Montagnes au Cameroun, c'est situé à l'ouest. Donc, je suis médecin depuis pratiquement 10 ans. C'est la première casquette que j'ai, qu'il faudrait pouvoir reconnaître d'abord dans un premier temps. Bien sûr, j'ai un cabinet qui s'appelle Médecin 2.0, qui est au Cameroun. C'est dans l'extension de mes activités de médecin que j'ai compris qu'être à l'hôpital seulement ne suffit pas. Parce que je me rendais compte qu'il y a des patients qui n'ont pas besoin de médicaments. Parce qu'il n'y a pas de médicaments pour soigner la misère. Il n'y a pas de comprimés pour soigner la pauvreté. Donc j'ai compris qu'il fallait que je puisse parfois enlever ma blouse pour descendre dans la société, partager mes connaissances modestes avec d'autres jeunes, d'autres Africains pour leur montrer qu'en réalité, eux aussi, ils peuvent oser comme moi j'ai osé. Donc je suis médecin et en plus de mes compétences médicales, j'ai décidé de partager mes connaissances avec d'autres Africains afin qu'ensemble, nous puissions résoudre le problème qui mine l'Afrique, à savoir la pauvreté et la misère. Parce qu'on a l'impression que c'est peut-être le chômage endémique qui fait que de plus en plus de jeunes Africains se lancent dans ce domaine-là, le coaching, petit influenceur, etc. Non, je ne suis pas coach, je ne suis pas influenceur, je suis juste un médecin, un passionné, un entrepreneur aussi. Peut-être on va en parler tout à l'heure, qui a juste décidé d'utiliser les outils digitaux, parce qu'aujourd'hui, tout se fait sur le digital. Cette émission sera publiée sur Internet parce que certainement, elle aura plus d'audience sur Internet qu'à la télévision. Donc, j'ai juste compris cette évolution-là et je me suis dit, au lieu de rester avec les médias classiques, on pourrait étendre cela en ligne. Maintenant, certaines personnes interprètent ça comme si nous étions des coachs, des influenceurs et tout. Ça fait partie aussi du nouveau vocabulaire qu'on est obligé d'accepter parfois, même si ce n'est pas exactement cela. Et ces codes de métier-là, vous en pensez quoi? Pardon? Ces codes de métier, les coachs, les influenceurs, les motivateurs. Pour moi, ce ne sont pas des métiers. Pour moi, ce sont des appellations qu'on met parfois sur des réels métiers qu'on ne veut pas réellement définir. Je vais prendre un exemple. Si vous vendez, par exemple, du poulet bicyclette, ici dans un quartier de Ouagadougou, et que votre poulet est très bien fait, et vous vous rendez compte que si vous commencez à filmer pour poster sur Internet, les gens pourront commander votre poulet dans d'autres villes, vous pourriez avoir plus d'argent. Sauf qu'en le faisant, vous avez une grande notoriété. On va dire que vous êtes influenceur, mais en réalité, vous êtes vendeur de poulet bicyclette. C'est juste que vous utilisez Internet pour avoir plus de notoriété. Une stratégie de vente. Voilà, c'est juste il y en a qui ne vivent que de ça. Hein. Ils disent qu'ils sont coachs, et ils organisent des conférences payantes, etc. Ils vivent de ça. Alors, s'ils ont qualité pour le faire, pourquoi pas?
Ça veut dire que si quelqu'un a les qualifications nécessaires, il a l'expérience requise, il a qualité pour partager son expérience et accompagner des personnes dans le secteur d'activité pour lequel il a l'expertise, oui, ça se fait, parce que partout à travers le monde, ça se fait. Moi, en tant que médecin, je peux former des collègues médecins dans un domaine de la médecine où j'ai une certaine expertise, jusqu'à donner des conférences, des formations, ainsi de suite. C'est si ce n'est pas adossé sur une expertise, sur une formation, sur un vécu, que cela devient tout simplement du bullshit. Et justement, il y en a, c'est vendeur d'illusions dans ce terrain-là. Ce n'est pas aujourd'hui que les illusions ont commencé à être vendues. Depuis le Moyen-Âge, on vendait déjà les illusions. Donc je pense que c'est juste une mise à jour des illusions que nos ancêtres vendaient déjà à leur époque. On va parler donc d'entrepreneuriat, de jeunesse, mais ça commence déjà dans nos universités. Vous avez une formation en médecine, oui. Mais le constat est que de plus en plus, nos universités sont de vrais laboratoires de fabrique de chômeurs. Est-ce que je vais dire que c'est un laboratoire de fabrique de chômeurs? Peut-être je n'irai pas de manière aussi exagérée. Je dirais que l'université, telle que conçue actuellement, est une très bonne chose, juste qu'elle n'a pas su s'adapter à notre époque. Parce qu'avant, on avait une démographie qui permettait à ce que lorsque vous sortez d'une école avec une certaine qualification, vous pouvez facilement vous insérer sur le plan socio-professionnel. Aujourd'hui, la démographie a explosé. Aujourd'hui, il y a de nouveaux métiers. Aujourd'hui, il y a certains métiers qui sont devenus caducs dû au fait de l'évolution technologique. Donc, il y a certaines formations académiques, professionnelles, universitaires qui doivent être mises à jour. Et tant que ce n'est pas fait, forcément, ceux qui sortent de ces curricula-là auront trop de difficultés à pouvoir trouver un emploi. Donc peut-être dans cette dynamique, je peux dire que vous avez raison. Et c'est la raison pour laquelle chacun doit pouvoir comprendre les nouveaux enjeux de notre époque et se mettre à jour. Il y a de l'adaptation à faire. Oui, s'adapter fatalement. Vous parlez du digital, on a l'impression que nos universités ne comprennent pas le vrai potentiel qu'il y a à ce niveau. Et c'est dommage. Pour réorienter les formations. Mais il faudrait aussi dire quelque chose de... peut-être ça va être un peu difficile à dire. C'est aussi un problème d'argent, c'est un problème d'idéologie, c'est un problème de domination des autres. Parce que nos programmes éducatifs ont été faits par qui? Pas par nous. Nos programmes éducatifs actuellement sont tributaires de l'époque coloniale. Ça n'a jamais changé. En tout cas, pas de manière profonde. Sauf que même pour changer ça, il faut beaucoup d'argent. Je vais vous prendre un exemple. Ici au Burkina Faso, les gens préfèrent faire par exemple des séries générales, littéraires, au lieu de faire des séries qui sont purement techniques. Et ce n'est pas parce que dans la technique, il n'y a pas beaucoup d'opportunités. C'est parce que former quelqu'un sur le plan technique, ça coûte plus cher. Si vous devez aller dans une école de maçonnerie, vous imaginez que le matériel à utiliser à l'école est très coûteux si on doit former tous les élèves de manière optimale. Donc parfois, on préfère orienter les élèves, les étudiants, dans des filières qui ne vont pas coûter cher. C'est une question de politique publique. C'est une question de politique publique, mais surtout d'économie. Surtout d'économie. Vous êtes d'accord avec moi que pour ça, il faut de l'argent. Cet argent provient de quoi? Provient de nos impôts. Les impôts proviennent de l'activité économique, proviennent des entrepreneurs. S'il n'y en a pas assez qui contribuent, on ne pourra pas avoir suffisamment d'argent pour le faire. C'est pour ça qu'on fait la promotion, par exemple, du Made in Burkina Faso. Aujourd'hui, je suis habillé par un excellent styliste burkinabé qui s'appelle Black. Parce que si on a des artisans qui produisent de la valeur ajoutée, qui contribuent aux impôts, cet argent peut permettre, s'il est bien géré, bien évidemment, de pouvoir investir dans des filières beaucoup plus techniques qui permettraient de pouvoir former des jeunes dans des filières qui leur permettent de manière beaucoup plus simple de s'insérer sur le plan socio-professionnel. Donc c'est un problème politique, c'est un problème économique et c'est aussi un problème même, j'ai envie de dire, même de politique internationale. Oui, toujours est-il que chaque État est souverain. Entre guillemets. Et est amené à se décider, oui, justement à tracer sa voie en tenant compte justement de l'évolution du monde. Aujourd'hui, c'est une réalité. Le défi, effectivement, il est là. C'est vrai que des jeunes sortent de nos universités avec des diplômes, ont du mal à s'insérer. Peut-être que la formation à la base n'était pas assez consistante et pragmatique, mais la question aujourd'hui, c'est comment on transforme ce potentiel de la jeunesse africaine, justement, de sorte à lui permettre de s'épanouir sur le continent et ne pas être tenté d'aller voir ailleurs. Alors, moi, quand j'ai grandi, j'étais dans un quartier qui s'appelle Komkana. C'est un peu un quartier difficile du Cameroun. Et il y avait quelque chose qu'on faisait au quartier, parce qu'il y avait beaucoup d'agressions.
Donc, du coup, on s'était rendu compte que chaque fois que quelqu'un se faisait agresser, on appelait la police. Parfois, la police venait en retard, parfois, la police ne venait pas. Et on s'est rendu compte qu'on était en insécurité, malgré le fait, normalement, de devoir être protégé par la police. On a donc décidé de mettre en place ce qu'on appelle l'autodéfense. Je ne sais pas si ça existe ici au Burkina Faso. Oui. Ça veut dire qu'on vient dans un quartier, on identifie des jeunes qui ont une certaine puissance physique, qui portent le fer, du moins qui sont assez baraqués. Et on leur dit désormais, vous allez sécuriser le quartier chaque soir et vous allez le faire en relais. Donc chaque famille contribue et eux, ils le font. On appelait ça de l'autodéfense dans nos quartiers. Moi, ce que je propose de faire, c'est de l'autodéfense sur le plan intellectuel. Ça s'appelle l'autodéfense intellectuelle. On a déjà fait le constat que nos écoles sont des usines à chômeurs. Ça, on le sait déjà. Le dire une fois ne va pas résoudre le problème. On a déjà fait le constat que le problème est principalement politique et économique. On l'a déjà dit. C'est vrai que le problème de l'Afrique, c'est qu'on est tout le temps dans le diagnostic, mais pas dans le remède. Oui, mais ça ne nous avance rien, en rien. On le dit depuis 60 ans et ça fait quoi? Tout à fait. Maintenant, moi, ce que je prône, c'est l'autodéfense intellectuelle. Ça veut dire qu'on a déjà fait le constat, sauf qu'on peut résoudre le problème de deux manières. On résout un problème soit en amont, soit en aval. En amont, ce sont les politiques. Donc, il y a des personnes qui doivent s'orienter sur le plan politique afin de pouvoir nous garantir une politique qui soit beaucoup plus optimale pour nos populations. Mais il y a ce qu'on appelle la résolution des problèmes en aval. Ça veut dire que les populations elles-mêmes décident de devenir la solution. Moi, c'est ce que j'ai décidé de faire en me lançant en entrepreneuriat parce que je me suis rendu compte qu'en étant médecin à l'hôpital, je n'étais qu'un pion du système qui ne pouvait pas changer grand-chose. C'est pour ça que je décide d'enlever parfois ma blouse et de me dire, est-ce que je ne peux pas moi aussi prendre une partie de ces jeunes et leur partager mon expérience, leur partager mon savoir-faire, leur montrer comment est-ce que, à travers ces lacunes-là, ils peuvent quand même au moins s'en sortir, en leur montrant ma propre expérience, les entreprises que j'ai eu à mettre en place, les équipes que j'ai eu à accompagner, les résultats que nous avons eus, pour leur montrer qu'eux aussi ils peuvent le faire. Moi, c'est ce que je fais, c'est ce que je recommande aux jeunes de faire en attendant que les politiques puissent nous accompagner. Des entreprises, vous en avez créé assez, hein, des dizaines. Bien sûr, oui. Et le problème là aussi également, l'entrepreneuriat jeune, c'est très tendance hein, en Afrique, on en parle, il faut que les jeunes entreprennent. Mais est-ce que tout le monde peut entreprendre? Tout le monde peut entreprendre, mais tout le monde ne pourra pas avoir toutes les aptitudes requises sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel et surtout sur le plan de la résilience pour tenir sur le long terme. Chacun peut se lever ce matin, aller dans la rue et commencer à vendre des bonbons, commencer à vendre des arrachés, commencer à vendre du poulet. Ça, tout le monde peut le faire réellement. Chacun peut créer sa page sur Internet et commencer à dire « je vends ceci, je propose tel service ». Tout le monde peut le faire. Mais est-ce que vous pouvez le faire pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans et avoir de la croissance pour pouvoir apporter un réel impact sur le plan économique? Ça, tout le monde ne peut pas. Oui. Parce que ça ne nécessite pas seulement la compétence, ça nécessite une certaine résilience, surtout dans notre contexte africain, que tout le monde n'a pas, malheureusement. Oui, ça suppose prendre des coups, tout le monde n'est pas prêt forcément. Ça suppose prendre des coups tout le temps. Avoir le mental... Ça suppose qu'il ne faut pas pleurer, c'est interdit de pleurer. Pas toujours évident pour tout le monde, avec une jeunesse parfois aussi trop pressée. Oui. Qui a trop envie d'avoir des résultats rapidement et finalement se retrouve dans des choses parfois fatales. Et qui parfois se retrouvent justement dans des illusions. Oui, dans des illusions, dans des cercles, dans des pratiques pour pouvoir montrer aux yeux du monde quelque chose qu'on n'est pas réellement. Oui. Récemment, vous l'avez vu, hein, sur le digital aussi, ça s'est développé, comme on appelle ça encore. Mais récemment, au Burkina, il y a eu cette affaire de 5M. Oui. Voilà, des gens ont investi et du jour au lendemain, on se réveille, ça n'existe plus. Beaucoup ont perdu des économies. Et ça aussi, c'est des réalités, hein, parce que des jeunes veulent très vite et maintenant passer par la courte échelle pour justement se faire une place. Alors, moi, j'ai envie d'analyser ça de manière nuancée. C'est la nature humaine qui est comme ça, ce ne sont pas les jeunes. Je prends un exemple. Moi, je travaille avec des coachs sportifs parce que, comme je l'ai dit, je suis médecin. Donc, je travaille avec des coachs sportifs, avec des physiothérapeutes, des kinésithérapeutes parfois pour prendre en charge certains patients. Lorsque vous avez un patient qui est obèse et vous lui dites que pour pouvoir perdre du poids, il doit travailler sur son alimentation, notamment le rééquilibrage alimentaire et faire une activité physique au moins tous les jours ou au moins 4 fois par semaine. Les gens ne veulent pas. Les gens trouvent que c'est pénible. Si tu dis à quelqu'un que pour pouvoir être en bonne santé, tu dois faire du sport 30 minutes par jour, la personne va plutôt vouloir chercher un comprimé qui, lorsqu'on le boit, ça permet de perdre le ventre. La preuve, les gens boivent les thés tous les jours pour perdre du poids, alors que tout le monde sait que ça ne fonctionne pas.
Parce que ce que les gens ne savent pas, et là je vais parler en tant que médecin, le corps humain est constitué de plusieurs types de masses. Il y a la masse hydrique qui sont les os, il y a la masse graisseuse qui sont la graisse, il y a la masse des os, il y a la masse des organes, et ainsi de suite. Donc parfois les gens, pour pouvoir retrouver cette facilité-là, prennent un thé qui va faire en sorte que ce soit plutôt la masse de l'eau de l'organisme qui soit évacuée, soit parfois par les selles, et ça fait en sorte que vous puissiez perdre du poids, mais vous ne savez pas que vous êtes en train de mourir. Donc la recherche de la facilité, ce n'est pas seulement chez les jeunes. Tout le monde recherche la facilité, c'est humain. C'est une discipline particulière que de se dire que je vais prendre du temps pour avoir des résultats sur le long terme. Ce n'est pas tout le monde qui le veut. Tout le monde aimerait avoir quelque chose qui lui permet d'avoir des résultats rapidement. Mais on le sait que sur le long terme, ça ne fonctionne pas. Donc, ce n'est pas une réalité seulement des jeunes. Qu'est-ce qui explique ce fort taux d'échec des entreprises de jeunes? On va encore revenir sur jeunes, parce que c'est un biais. Il faudrait qu'on regarde le nombre d'entreprises créées. Parmi ces entreprises créées, combien sont créées par des jeunes? Et parmi les entreprises créées par les jeunes par rapport aux autres, quelle est la proportion des entreprises qui font faillite? Je dis cela par expérience pour le Burkina où ces dernières années, il y a eu cette politique de promotion des startups. Oui. On en a créé beaucoup, mais aujourd'hui, peu survivre. Peut survivre pour plusieurs raisons. Il y a ce qu'on appelle des raisons extrinsèques ou des contingences extrinsèques et des raisons intrinsèques ou des contingences intrinsèques. Je vais prendre juste quelques exemples. Le premier exemple qui fait en sorte que les entreprises ne survivent pas longtemps en Afrique, si je dois prendre sur le plan externe, c'est l'environnement des affaires. L'environnement des affaires n'est pas défini par un jeune. Comment est-ce qu'un jeune fait pour accéder à un crédit? Quelles sont les conditions pour obtenir un crédit ici au Burkina Faso? Un jeune a vraiment tout ce qu'il faut pour avoir un crédit de 10 millions pour son projet. C'est un problème réel que les autres n'ont pas dans leur environnement parce que parfois ils ont des crédits, parfois à des taux très faibles, parfois à taux zéro, et avec des conditions qui sont très simples. Un jeune qui n'a pas accès au financement à cause de l'environnement des affaires aura beaucoup de difficultés. Un jeune qui n'est pas accompagné par son gouvernement, comment est-ce qu'il fait pour pouvoir se développer? Si un jeune décide de dire que je produis les tenues en faso d'Anfani, il faudrait qu'il puisse bénéficier de la commande publique. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la Chambre des métiers que j'ai visitée hier avec le directeur général avec qui nous sommes en train de faire une convention. J'ai aimé de savoir que le Burkina Faso est en train de mettre en place une sorte d'agrégation des artisans pour leur permettre de bénéficier de la commande publique. Ça, c'est très intéressant comme politique et qu'il faut pouvoir amplifier. Est-ce qu'il faut compter toujours sur la commande publique? Ça fait partie des éléments sur lesquels le jeune entrepreneur doit pouvoir s'appuyer parce que c'est d'abord son pays. Si le Burkina Faso a un État, si le Burkina Faso a des ministères dans lesquels on utilise du mobilier qui est payé par l'argent de nos impôts, il faut que les entrepreneurs de ce pays en bénéficient. Ce n'est pas une faveur qu'on leur demande, c'est un droit. Ça veut dire qu'on ne peut pas créer une chaîne comme BF1. On est en train de produire de la valeur ajoutée, on produit des émissions, il y a des entreprises, des annonceurs qui viennent payer. Avec cet argent, on nous prélève une partie comme impôt. Cet impôt-là permet de pouvoir faire fonctionner l'État. Cet État-là a besoin des chaises dans les bureaux et on nous dit que pour avoir ces chaises, on ne devrait pas commander aussi chez les Burkinabés qui sont menuisiers. Ça n'a aucun sens. Ça doit faire partie de la politique publique. Donc, ça fait partie des contingences externes dont les entrepreneurs ne bénéficient pas souvent parce qu'on va avoir des entreprises, du moins des États dans lesquels, dans les bureaux, tu as les mobiliers qui viennent de l'Occident. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup aimé, par exemple, la politique du président burkinabé qui impose, par exemple, aux membres du gouvernement de s'habiller en faso d'Anfani. Oui, parce qu'on doit pouvoir promouvoir l'industrie locale. Si on veut même en contrepartie avoir plus d'impôts pour pouvoir avoir plus d'argent pour financer l'économie, financer l'éducation, financer la santé. Donc oui, ça fait partie des raisons qui ne permettent pas aux jeunes entrepreneurs de pouvoir se développer. Je pourrais citer beaucoup d'autres raisons externes, comme la monnaie. Pardon, vous voulez dire? Il y a peut-être aussi la pertinence même des projets à la base. Bon, ça, ce sont les raisons intrinsèques. J'étais d'abord sur les raisons extrinsèques, notamment l'environnement, la monnaie, la politique, globalement l'économie. Maintenant, si on revient sur l'entrepreneur lui-même, il y a la pertinence des projets, je suis d'accord avec vous. Il y a le mimétisme, c'est-à-dire qu'il a envie de faire ce que les autres font, alors qu'en réalité, on n'a pas une réelle valeur ajoutée qu'on veut apporter. Il y a le manque d'identité. On fait des projets qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas de pertinence et qui ne peuvent pas s'étendre sur le long terme. On fait des projets seuls, c'est-à-dire qu'on a toujours des très petites entreprises qui en fait sont très fragiles lorsqu'il y a un choc économique. On ne peut pas travailler ensemble. On ne veut pas travailler ensemble, je devais terminer par ça. Oui. Ça veut dire que chacun préfère avoir sa marque, on va avoir 200 marques de vêtements au lieu d'avoir 10 jeunes qui se mettent ensemble pour avoir une marque puissante dont chacun va devenir le haut-parleur de la marque qui nous appartient tous et dont nous allons être actionnaires. Et ça, c'est aussi un problème du système éducatif qui ne nous a pas appris à travailler ensemble. Parce qu'à l'école, lorsque tu dis à ton voisin ce qu'il faut faire pendant la composition, on dit que vous avez triché. Alors que sur le plan socio-professionnel, vous devez collaborer.
Donc, l'école ne nous prédispose pas aussi à travailler ensemble parce qu'il est aussi tributaire d'une époque coloniale qui ne voulait pas qu'on travaille ensemble. Parce que travailler ensemble veut dire qu'on sera plus puissant et qu'on va être plus compétitif par rapport aux autres. Ils ont intérêt à ce que chacun ait l'impression qu'il est trop fort, trop intelligent, donc plus fragile. Récemment, c'était l'année dernière, je crois. Vous avez été auditionné pour une affaire d'escroquerie. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucun entrepreneur qui va dire qu'il fait de l'entrepreneuriat et qui n'a jamais été auditionné quelque part. C'est impossible. Si quelqu'un me dit qu'il est entrepreneur, je lui demande depuis combien d'années. Moi, ça fait 10 ans. Et il me dit que j'entreprends depuis 5 ans et on ne m'a jamais convoqué quelque part par rapport à un problème. C'est que ce n'est pas un entrepreneur. C'est qu'il ne prend pas de risque. Non, ce n'est même pas qu'il ne prend pas de risque. Ça veut dire qu'il n'entreprend pas. C'est impossible dans notre environnement d'entreprendre sans avoir ce type de problème. Il y a des clients qui vont vous porter plainte. Il y a des employés qui vont vous porter plainte. Il y a des collaborateurs qui vont estimer que vous les avez floués. Il y a des investisseurs qui vont estimer que vous ne gérez pas comme ils souhaitent. Il y a tellement de... Il y a même le politique qui peut intervenir, qui peut vous pousser à vouloir rejoindre certains partis politiques. Donc il y a tellement de raisons qui peuvent entraîner ce genre de phénomène que quand quelqu'un est étonné par rapport à ça, je comprends directement que soit ce n'est pas un entrepreneur, soit en réalité il ne prend aucun risque. Pour votre cas, c'était quoi exactement? Moi, j'ai déjà été tellement auditionné pour tellement de cas différents. Des anciens collaborateurs, des anciens investisseurs après investisseurs. Oui, plusieurs. Leur argent est rentré, qui réclament leur argent après, qui ne savent pas exactement. Après, nous sommes dans un état de droit. Ça veut dire que lorsque vous investissez dans un projet, c'est sur la base d'une convention. Donc, lorsqu'on va à une audition, c'est basé sur la convention qui nous lie. On l'interprète pour savoir qui a raison et qui a tort. Donc, ce n'est pas parce qu'on vous porte plainte que vous avez tort ou alors que vous êtes coupable. Non. Donc, le fait que même vous pouvez sortir là, vous renverser quelqu'un, et on vous porte plainte demain, ça ne veut pas dire que vous avez tort. Vous allez arriver sur place, on va exposer les faits, on va analyser exactement sur la base du droit, sur la base des conventions qui vous lient, et c'est à partir de cela qu'on va établir les responsabilités. Et je tiens à le préciser, un entrepreneur qui, comme moi, entreprend depuis plus de 10 ans, qui dit qu'il n'a jamais été dans un commissariat, qui dit qu'il n'a jamais été à la police judiciaire, qui dit qu'il n'a jamais fait la cellule au moins une fois, c'est un menteur. Ah oui? Oui. Est-ce que ce n'est pas aussi encouragé Ce n'est pas encouragé, c'est le contexte à... économique qui ne permet pas que cela n'arrive pas. C'est le contexte économique. Comment vous faites pour avoir les moyens? Comment vous faites pour satisfaire à chaque fois tous vos clients comme ça se doit? Donc c'est pour dire à quel point ne pas comprendre ça, moi je n'en veux pas à quelqu'un qui peut dire ça, parce qu'il n'a pas l'expérience que j'ai, donc je ne peux pas lui en vouloir. Mais ceux qui ont de l'expérience dans les affaires comprennent ce que j'explique. D'accord. En tout cas, entreprendre, ce n'est pas facile. Oui, c'est ce qu'il faut, si c'était facile, retenir. Tout le monde le ferait. C'est ce qu'il faut retenir. Toujours est-il que la jeunesse africaine doit continuer à avoir de l'audace. Elle n'a pas le choix. Voilà, d'initier des choses, tomber, se relever surtout, rester focus sur son objectif. C'est surtout ça. Oui. Alors, comme on l'a dit, il y a la part de la jeunesse. La jeunesse doit faire sa part, mais il y a aussi ceux-là qu'on désigne pour nous diriger, qui sont censés justement planifier des politiques publiques pour créer l'environnement propice justement à l'épanouissement de cette jeunesse. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui donc du leadership à la tête des États africains? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a de véritable leadership à même de permettre à cette jeunesse-là justement de trouver sa voie? Alors, je ne voudrais pas faire un procès à nos leaders politiques pour plusieurs raisons. Parce que même ces leaders ne sont pas totalement libres. Je vais prendre un exemple. Si je viens ici au Burkina, moi j'ai mangé du riz Sumbala depuis que je suis arrivé ici. C'est très bon en passant. Mais le riz vient d'où? Est-ce qu'on cultive le riz ici? Et même si on cultive le riz, est-ce que ça suffit à nourrir ne serait-ce que la population? On en importe également. Voilà. Ça veut donc dire que les dirigeants ne sont pas totalement indépendants. Quand l'un des menus les plus consommés au pays vient de l'étranger, ça veut dire que le chantage peut venir à tout moment. Moi, je suis médecin. À l'hôpital, les médicaments qu'on utilise, on les fabrique au Burkina, en tout cas presque pas. Une proportion très faible. Ça veut dire que nos médicaments viennent des autres. Je peux prendre tellement d'exemples comme ça pour montrer que nos dirigeants ne sont pas totalement indépendants comme on le croit, même s'ils ont toute la volonté de vouloir permettre à la population de pouvoir s'épanouir sur le plan social et sur le plan économique. Maintenant, après avoir dit ça, ça ne les épargne pas. Parce que malgré ça, ils ont quand même une marge de manœuvre qui pourrait leur permettre de pouvoir mener et mettre en place un certain type de politique qui permettrait à la jeunesse et à toute la population de pouvoir se développer. Et dans ce sens, oui, en Afrique, il y en a certains
qui se battent, qui font de leur mieux pour permettre à leur population de pouvoir se développer. Ça existe. Mais il ne faudrait pas aussi enlever la responsabilité, cette fois, de la population, parce que nous sommes des citoyens. Quand on parle de citoyens, ça veut dire qu'on a des droits, on a des devoirs. Les devoirs, ça veut dire que nous aussi, on doit contribuer. Ça veut dire que nous aussi, on doit apporter notre plus-value. On doit se poser la question, qu'est-ce que j'apporte à mon pays? Donc, c'est une responsabilité qui est partagée. Tout mettre entre les mains des politiques, c'est être très léger sur le plan intellectuel et ne pas comprendre réellement toutes les influences auxquelles nous faisons face. Et ce n'est pas en changeant juste les dirigeants que la solution va se faire. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pour ça que je n'ai pas envie de soit d'encenser, soit de tirer sur les dirigeants en disant que voilà, ils ne font pas ce qu'il faut faire, mais ils pourraient faire plus, de manière plus subtile, parce que certains l'ont fait. C'est leur rôle. Parce que certains l'ont fait. Oui, il faut bien qu'ils créent l'environnement. C'est aussi ça. Je suis d'accord. C'est ça le leadership. Comment entraîner les autres, emballer. Mais comment entraîner les autres lorsque tout ce que vous mangez vient d'ailleurs? Hein? Comment entraîner les autres lorsque vous avez les caisses vides? Il faut travailler à changer tout ça. Et ça prend du temps. Quand on est élu, c'est pour ça. Et qui va travailler? C'est aussi nous. Il y a des présidents qui ont fait 30, 40 ans au pouvoir. Oui. Comme chez vous, par exemple. Oui. Et qu'est-ce que vous voulez dire? La question, c'est laquelle? Est-ce qu'en 30, 40 ans, on n'a pas cette possibilité quand même de changer la donne? Qu'est-ce que vous entendez par changer la donne? Changer la donne, ça veut dire quoi? Avoir les gratte-ciel? Avoir quoi? Apporter le développement. Je ne vous dis pas, vous savez bien qu'au Cameroun, le chômage, il est là. Oui, il est là, comme dans tous les autres pays en Afrique, comme aux États-Unis, comme en France. Pas dans les mêmes proportions. Il y a un problème de développement quand même. Je suis d'accord, je ne veux pas faire de la langue de bois. Il y a un problème de développement, oui. Il y a un problème parfois de leadership, oui. Mais il ne faudrait pas aussi ne pas prendre en considération les contingences auxquelles nos pays font face et pour lesquelles les populations doivent parfois aider les leaders. Le leader, ça ne peut rien faire. Le leader, c'est un homme comme nous. Le leader, c'est quelqu'un qui est à un poste de responsabilité, mais qui est un homme comme nous, qui n'a pas tout entre les mains pour faire ce qu'il veut. Parce qu'il peut être éliminé même à tout moment. Il peut être écarté à tout moment. Et quand je dis écarté, ce n'est pas forcément qu'on le tue, c'est qu'on le paralyse de la gestion de son pays par rapport... Si vous n'êtes pas capable d'avoir un leadership entraînant qui fait en sorte que tout le monde s'y met parce que c'est vous, parce que vous créez de la confiance, de la sérénité, ça aussi, c'est pas un leader. Si vous êtes un leader de cette chaîne BF1 et vous n'avez pas d'argent pour payer les salaires, vous allez faire quoi? Ah non, ça c'est un autre problème. Non, c'est la réalité de nos pays africains. Vous n'avez pas d'argent dans les caisses. Qu'est-ce que vous faites justement pour changer la donne? Vous allez changer la donne comment? Ce n'est pas magique. Vous êtes entrepreneur? Oui, je suis entrepreneur. Quand vous créez votre entreprise, vous ne faites pas du surplace, vous êtes amené à grandir. On a l'ambition de grandir, mais parfois on fait face à des difficultés qui sont très, très éreintantes. Je prends un exemple. Dans la plupart de nos pays d'Afrique francophone, est-ce que vous savez, par exemple, qu'au Cameroun, 85% des recettes fiscales proviennent des multinationales? Vous vous rendez compte de ça? Ça veut dire que le leader dont vous parlez, l'argent qu'il a pour gérer le pays, 85% de cet argent provient des multinationales, c'est-à-dire des étrangers. Qu'est-ce qu'il a fait pour changer la donne? Vous pensez que pour changer la donne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il doit aller créer les industries lui-même. Il doit mettre en place une politique qui facilite cela, je suis d'accord. Oui. Mais dès que la politique est mise en place, on peut créer des champions nationaux. On en a créé. Quel pays n'en a pas créé? Dans tous les pays, il y a des champions nationaux. Ici, au Burkina, il y a des champions nationaux. Inverser la tendance. Pour inverser la tendance, on ne va pas aller à la maison chercher ceux qui sont en train de dormir. On doit prendre chez ceux qui travaillent déjà, qui se démarquent déjà, qui montrent que je suis comme vous, par exemple. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je développe mes activités. On doit pouvoir détecter. Mais on ne va pas pleurer. Ces entrepreneurs, si on ne nous détecte pas, on va arrêter. Est-ce qu'on va donc arrêter si on ne nous détecte pas? On va continuer, même sans eux. Parce que c'est notre devoir en tant que citoyen. Ce n'est pas une faveur. On le fait d'abord pour sauver notre vie, mais on le fait aussi pour contribuer. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des Africains qui se battent, qui entreprennent, qui ont les idées, et qui ont juste besoin qu'au haut niveau aussi, on les comprenne. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que quand des Burkinabés produisent, il faut payer d'abord au niveau local avant de penser à aller prendre à l'international. Tant ça existe au niveau national, c'est aussi cela, c'est aussi ça le leadership. C'est comment accompagner ces entrepreneurs qui sont dynamiques, qui ont des choses à proposer, qui ont des offres assez intéressantes, qui font de bonnes choses. Il faut les aider à grandir. Je suis d'accord avec vous, mais sauf que cela prend aussi en compte certaines contingences. Je vais prendre un exemple qui est simple. Vous êtes quand même au courant qu'il existe des réseaux, qu'il existe des sectes, qu'il existe des clans qui parfois ne permettent pas de développer certains, qu'il existe des contingences politiques
que parfois pour être coopté, vous devez faire partie d'un clan politique. Tout ça, c'est bien dommage. Voilà, mais vous voulez donc qu'on fasse quoi? Est-ce que ça peut se changer en 2 jours? C'est toute une dynamique qu'il faut pouvoir remettre en place. Et ce n'est pas seulement au Cameroun, c'est partout dans le monde. Et le paradoxe, il est vraiment là, ces pays africains qui se vantent de leurs ressources naturelles, mais au niveau des politiques publiques, le développement tarde à venir. C'est un paradoxe quand même. Moi, je dis toujours que ce sont les populations qui vont développer l'Afrique et non les dirigeants. Nous, on s'attend à un Messie qui va venir nous sauver. Il ne viendra jamais. Peut-être il est venu dans la Bible pour les croyants, mais chez nous, dans la réalité, il ne viendra pas. Donc, si on attend un Messie qui va arriver au pouvoir, qui va prendre des décisions, des décrets, qui va travailler avec l'Assemblée nationale et le Sénat pour que la population vive mieux, pendant que la population ne fait rien, ça ne va jamais arriver. Moi, je ne suis pas un rêveur. La population, moi, je suis dans le concret. La population a juste besoin qu'on l'organise et qu'on crée l'environnement propice pour s'exprimer. Pour créer l'environnement, il faut de l'argent. L'argent vient d'où? Je vous ai dit que chez nous, au Cameroun, 85% des recettes de l'État viennent des multinationales. Parce que si on veut aller sur votre logique, c'est qu'on va s'asseoir parce qu'il n'y a pas d'argent. Ce n'est pas ma logique, c'est la réalité. Moi, je suis un entrepreneur depuis 10 ans. Dans ce cas, on fait quoi? Parce qu'il n'y a pas l'argent, on s'assoit, on dit bon. On se bat, on ne pleure pas, on est résilient. On a une bonne excuse, il n'y a pas l'argent. Si je suis au Burkina Faso aujourd'hui, c'est parce que j'ai été résilient. C'est parce qu'on est en train de s'étendre. Est-ce que c'est l'État qui m'envoie ici? Non. C'est pour dire qu'il faut qu'on arrête de pleurer. Il faut qu'on arrête je sais pas, de chialer, comme j'aime souvent le dire. Non. Les politiques doivent faire leur travail. Si vous estimez que vous avez une plus-value à apporter sur le plan politique, lancez-vous, engagez-vous. Peut-être c'est vous qui allez nous apporter le changement. Mais entre-temps, non, on ne va pas mourir. Entre-temps, on va se battre pour apporter des solutions à nos propres problèmes. C'est ce que nous sommes en train de faire. On ne va pas tout le temps parler des politiques. Pour moi, quand j'entreprends, je considère que la politique n'existe pas. Parce que si on doit attendre que les politiques fassent ce travail pour nous, c'est que moi, par exemple, je serais déjà mort. Et je ne vais pas me laisser mourir alors que je sais que je peux au moins donner le meilleur de mon côté. D'accord. Que chaque jeune donc s'assume. Oui, sinon il va crever. Sinon il va crever. D'accord. Vous êtes surtout, c'est un secteur que vous maîtrisez bien, le digital aujourd'hui. Oui. C'est une belle opportunité. Oui, c'est une belle opportunité pour pouvoir présenter de la meilleure des manières possibles son savoir-faire, son expertise et les produits et les services de ces entreprises. Oui. Moi, j'ai décidé de me concentrer sur le digital parce que je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus efficient de l'utiliser pour avoir de meilleurs résultats. Oui, il y a le fait que ce sont des plateformes qui permettent de vendre, de se faire voir, de se donner de la visibilité, mais c'est aussi des métiers, des emplois à créer là-bas. Bien sûr. Ça existe. Ça existe. Énormément d'emplois. Le potentiel, comment vous mesurez ça aujourd'hui, vous qui êtes là? Alors, le potentiel, il est très important. Je vais prendre un exemple qui est simple. Moi, j'ai une page sur Facebook qui s'appelle Dr Claudel Numbissier, qui fait pratiquement 800 000 abonnés. Sur notre page, en 28 jours, nous publions en moyenne 450 à 500 contenus. Qu'est-ce que j'entends par contenu? Ce sont des textes, ce sont des photos et ce sont des vidéos. Alors, vous imaginez que pour pouvoir le faire, il faut écrire ces textes, il faut réaliser ces vidéos, il faut réaliser ces photos. Ça veut dire que ça crée des métiers pour des photographes qui peuvent se positionner. Les vidéastes peuvent se positionner. Des personnes qui sont capables de rédiger des scripts publicitaires ou alors des publicités pour les entreprises peuvent se positionner. Les copywriters peuvent se positionner. Parce que, en fait, ça permet à tous ces métiers-là de pouvoir accompagner ces acteurs du digital à pouvoir mieux présenter leurs produits et leurs services. Donc, il y a un potentiel qui est très énorme. Je peux parler des community managers qui vont donc animer ces différentes communautés. Je peux parler des vendeurs qui vont utiliser les informations et les données provenant de ces différentes plateformes en ligne pour pouvoir vendre des produits et des services. Je peux parler même de l'analyse des données. Parce que nous, par exemple, nous avons une conférence qui va se dérouler ici et les gens s'enregistrent pour y participer. Quand ils s'enregistrent, on a leur nom, on a leur numéro, on a leur profession. On peut faire des analyses dessus afin de pouvoir, de manière prédictive, concevoir des produits personnalisés ou des services personnalisés à leur proposer. Et ça aussi, ce sont des métiers, ce sont des statisticiens, ce sont des personnes qui font du data analysis. Donc, il y a beaucoup de métiers que ça crée. Je parlerai aussi de l'intelligence artificielle. Et ça permet donc à des jeunes de pouvoir saisir ces opportunités grâce à Internet qui leur permet de pouvoir se former eux-mêmes, ce qu'on appelle de l'auto-formation. Ils peuvent être des autodidactes, se former et saisir ces différentes opportunités. Et c'est ce que nous leur apprenons à faire. Et justement, très important parce qu'on a l'impression qu'il y a des opportunités à ce niveau, mais beaucoup de jeunes ne le savent peut-être pas, ne le comprennent peut-être pas. Et donc, il y a un besoin justement d'éducation justement au digital. Il y a un besoin d'éducation, il y a un besoin de sensibilisation
il y a un besoin même de support sur le plan émotionnel. Parce que tous les jours, on parle de digital, on explique que ça te développe de la visibilité, mais parfois, on ne parle pas suffisamment des dangers. Dans les dangers, je vais laisser tout ce qui est cybersécurité, cybercrime, ça, on le connaît déjà. Mais je vais prendre les dangers émotionnels. Vous vous imaginez, vous êtes dans une salle de classe. Moi, quand j'étais au secondaire, en moyenne, nous étions 150 dans ma classe. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Ça veut dire que vous êtes dans une salle de classe dans laquelle il y a 150 personnes. Ça veut dire que c'est 150 personnes qui vous connaissent. Parce que vous êtes en classe tous les jours. 150 personnes qui vous connaissent, c'est beaucoup. Parce que ces 150 personnes-là viennent d'une famille. Une famille peut comporter 2 à 3 personnes. En Afrique, on sait qu'il y a des familles de 5, 10, 15, 20 personnes parfois. Ça veut dire que ces personnes dans cette famille-là vont vous connaître aussi. Maintenant, imaginez-vous un seul instant. Vous êtes sur Internet. Vous publiez l'une de vos photos. Et on vous dit dans les statistiques qu'il y a 100 000 personnes qui viennent de voir cette photo. Vous publiez une deuxième photo, on vous dit qu'il y a 250 000 personnes qui viennent de voir cette photo. On ne se rend pas compte du danger. Parce que le nombre de personnes qui vont donc, à travers cette visibilité, vous connaître, devient de plus en plus important. Et ça va vous créer des problèmes. Parce que vous vous imaginez s'il y a une mauvaise information sur vous qui sort. Vous vous imaginez si un jour, ces personnes commencent à vous insulter. Vous vous imaginez si, par exemple, vous avez une déformation et les gens commencent à se moquer de vous. Vous vous imaginez si vous avez un problème et vous devenez la risée de ces personnes. Émotionnellement, vous pouvez craquer. Il y a des personnes qui se suicident parce que ne pouvant pas supporter de devenir la risée. Parce que étant connu par trop de personnes. Il y a des personnes qui sont obligées de s'inventer une vie qui n'existe pas. Parce que sur Internet, vous preniez de très belles photos, vous filmiez toujours très bien habillé. Sauf qu'en réalité, vous êtes misérable. Donc, quand il faut s'afficher de manière réelle auprès des gens, vous êtes toujours obligé de louer les vêtements, vous êtes obligé de vous inventer une vie qui n'existe pas dans la réalité. Et vous devenez fou émotionnellement, fou spirituellement. Donc, il faut aussi préparer les jeunes à ces dangers-là. La visibilité, c'est bien. Vendre, c'est bien. Proposer ses produits, ses services sur Internet à moindre coût, c'est bien. Mais le prix à payer, il faut aussi en prendre conscience. Oui, il faut avoir la carapace, oui, il faut avoir la carapace pour le faire. Supporter. Et l'impression, ce qu'on a justement, c'est que les jeunes dans nos États, c'est juste surtout Facebook. Alors qu'il y a d'autres plateformes. Alors, je dirais que c'est en fonction des tranches d'âge. Les plus jeunes ne sont pas sur Facebook. Ils vont être sur Snapchat, ils vont être sur Instagram. En fait, chaque plateforme a sa particularité et chacun y va en fonction de ses préférences et en fonction de ce qu'il veut atteindre comme objectif. Mais le problème qu'on a, c'est que parfois on y va malheureusement pour se faire voir, malheureusement parce qu'on a vu l'autre y être et on se dit qu'on va aussi essayer quelque chose pour attirer l'attention. Et quelque chose de dramatique aussi, c'est que ces plateformes encouragent la bêtise. Et moi, j'ai déjà eu à faire une étude dessus. Ça veut dire que si sur Internet, vous produisez des contenus idiots, et je dis idiot, c'est un euphémisme, vous allez avoir beaucoup plus d'audience que quelqu'un qui vient vous parler de comptabilité, qui vient vous parler de ressources humaines, qui vient vous parler de mathématiques ou de physique. Tout à fait. Les plateformes favorisent cela. C'est pour ça qu'on doit créer nos propres plateformes. Pour pouvoir faire en sorte que les algorithmes mettent beaucoup plus en avant des contenus qui permettent d'éduquer notre population. C'est pour ça que ça entraîne des frustrations. Vous avez un médecin qui est sur Internet, qui produit des contenus pour pouvoir sensibiliser les populations sur des maladies comme le diabète, l'hypertension. Il n'est suivi par presque personne. Par contre, il y a une autre femme ou un homme qui s'exhibe tous les jours, qui se filme nu et qui est suivi par des millions de personnes. Ça crée des frustrations, naturellement, et ça pousse ces intellectuels à se décourager en se disant « ça ne sert à rien d'y être », alors qu'en réalité, il faut y être. Sauf qu'il faut maîtriser les outils qui permettent de pouvoir se démarquer de manière l'approche, c'est toute une approche qui est C'est toute une approche, c'est toute une école. Ça s'apprend. Il faut capter son auditoire. Oui, il faut capter l'attention pour s'adapter à l'auditoire afin de pouvoir glisser de manière subliminale des messages éducatifs et pertinents. C'est toute une approche. Ce n'est pas parce que vous êtes juste compétent que vous pouvez le faire. Vous devez apprendre à transmettre ce que vous savez, ce qu'on appelle le savoir transmettre. Oui, vous parlez de bêtises tout à l'heure. Vous savez justement que sur certaines plateformes, TikTok par exemple, ailleurs, en Chine, ailleurs, c'est réglementé. Oui. Les contenus par rapport à même le nombre d'heures d'utilisation par jour est réglementé. Mais chez nous, c'est open. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Est-ce qu'on a pour nous? Il faut qu'on crée pour nous. Moi, je vais parler par exemple d'une plateforme qui s'appelle Dicalo, qui a été créée par un Camerounais et un Ivoirien, qui est une plateforme un peu comme Facebook et WhatsApp. Il faut que les Africains créent leur propre plateforme. C'est une opportunité aussi. Il y en a plusieurs qui en créent. On peut le faire.
Mais il faut que ce soit accompagné par les pouvoirs publics. On revient au rôle justement. Parce qu'il faudrait que le pouvoir public dise, OK, comme vous avez créé, nous on va adopter. Désormais, tous les ministères vont utiliser cela. Désormais, dans toutes les écoles, c'est obligatoire. Désormais, les enseignants vont vous envoyer les exercices à faire dessus pour vous imposer à télécharger. Désormais, à l'université, tout étudiant doit télécharger l'application parce que le cours en version vidéo sera publié dessus. Ça va pousser les gens à utiliser. Mais pour ça, il faut que le pouvoir politique l'impose. C'est ça la vision. C'est parfois ça qui manque. Oui, c'est ça la vision. Oui. Malheureusement, on a l'impression que pour les politiques, on préfère une jeunesse qui va sur Facebook pour régler des comptes aux adversaires politiques. Pas pour faire des affaires. Mais c'est dans tous les pays. Ouais. Et je dis que c'est de bonne guerre. Avant, la politique se faisait à la radio, dans les médias, dans des meetings. Aujourd'hui, ça se fait sur Internet. Chaque homme politique a ses activistes. Oui, chaque homme politique a ses influenceurs. Oui, c'est vrai. Et c'est de bonne guerre. C'est bien dommage. Non, ce n'est pas dommage, c'est de bonne guerre. Des avatars pour les faux profils, les coups en dessous de la ceinture. Oui, c'est dommage tout ça. C'est une mauvaise exploitation justement du digital. Je ne dirais pas que c'est une mauvaise exploitation, mais je dirais que c'est de bonne guerre. Parce que si vous décidez de vous lancer en politique, sachez que vous entrez en guerre. Ce ne sont pas des bisounours qui y sont. Donc vous devez vous préparer aussi. Si vous vous rendez compte que les autres ont ce type de stratégie, vous devez aussi vous mettre en place des stratégies qui permettent de pouvoir contrer cela. Et ça existe. On peut le faire. Oui, mais même au niveau des grandes puissances, aujourd'hui, on le voit entre la Russie et l'Occident. Et l'Occident, oui, ça se fait. Imaginez-vous un seul instant si la Russie... Internet aujourd'hui est utilisé pour monter... Si la Russie n'avait pas ses réseaux sociaux, qu'est-ce qui devait se passer? Si la Russie n'utilisait que Facebook, si la Russie n'utilisait que WhatsApp, c'est que la Russie est coupée totalement d'Internet. Si la Russie n'avait pas son propre Internet, vous voyez depuis quelques jours, quelques semaines, au Burkina et dans plusieurs pays en Afrique, Internet est coupé. Vous voyez à quel point on est dépendant et vous mettez tout dans les mains de nos politiques. Le président va faire quoi qu'on coupe Internet? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre dans la mer pour souder les câbles. Oui, mais il faut que nous-mêmes, ils doivent développer des alternatives pour qu'on puisse contourner justement... laissons-le d'abord. Qu'est-ce que nous on fait? Est-ce qu'on ne peut pas se mettre nous deux, cotiser et créer notre propre plateforme, créer quelque chose et leur dire désormais qu'on coupe là, vous pouvez utiliser pour nous. Il ne nous empêche pas de le faire. Et ne pas nous empêcher, c'est une manière de nous permettre d'oser. Parce que je ne pense pas que c'est interdit. Et tout ce qui n'est pas interdit est permis. C'est juste que parfois, pour vous permettre, on vous laisse faire. Laisser faire, c'est une manière de te permettre de faire. Parce que si on ne veut pas que tu fasses, on interdit. Si on ne dit rien, ça veut dire qu'on peut faire. Si tu es avec ton père à la maison, il te dit « je ne veux pas que tu sortes à partir de 20h ». Ça veut dire qu'à partir de 20h, on ne sort pas. Mais s'il ne dit rien, ça veut dire que tu peux sortir à 20h. Si tu sors à 20h une fois, deux fois, tu rentres, il ne dit rien. Ça veut dire que c'est permis de sortir à 20h. Donc il faut que nous, on ose. Et c'est le jour où on va nous dire « n'osez plus » qu'on va arrêter. Mais nous, on a décidé d'oser. En tout cas, belle opportunité d'affaires, justement, sur le digital. L'autre défi pour les Africains, qui ont justement beaucoup de followers, etc., c'est la question du... Il faut monnayer. Oui. Au Cameroun, comment ça se fait? Est-ce que vous, qui avez beaucoup d'abonnés aujourd'hui, vous arrivez à monnayer? Alors moi, je n'ai pas voulu procéder de cette façon. Parce que déjà, étant donné que ce ne sont pas nos propres plateformes, pour pouvoir monnayer dessus, il y a des conditions qui sont assez strictes à respecter. Et moi, je ne voulais pas me casser la tête avec ça. Je me suis dit, nous avons des entreprises, nous avons des produits et des services que nous proposons. C'est avec ça que nous allons capitaliser. C'est-à-dire que cette audience que nous avons nous permet simplement de communiquer sur ce que nous faisons, de présenter nos produits et nos services, et cette audience achète nos produits. Donc moi, je ne monétise pas mes pages pour avoir de l'argent avec les vidéos publiées. Moi, ça ne m'intéresse pas. Par contre, ces vidéos publiées présentent ce que nous faisons et les personnes qui regardent, s'y intéressent, nous contactent, achètent, viennent dans nos bureaux et c'est comme ça que nous réussissons à gagner de l'argent. Il y a aussi l'autre corps, aussi, c'est la vente en ligne aujourd'hui. Oui. Vous pensez quoi de cet aspect du digital aujourd'hui? Parce que beaucoup aussi se plaignent, oui, on présente un produit tout beau, mais au finish, comme on voit, j'ai l'impression que c'est le jour et la nuit. Oui, la vente en ligne, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Déjà, il y a eu beaucoup d'arnaques. Et quand il y a beaucoup d'arnaques, ça rend les gens plus sceptiques. C'est pour ça qu'en Afrique, les gens payent difficilement en ligne. Ils veulent toujours voir le produit avant de payer. Ils veulent rencontrer la personne. Ils veulent discuter avec quelqu'un pour se rassurer qu'ils ne vont pas payer et ça va disparaître. Donc, il y a cette barrière-là. Il y a la barrière des moyens de paiement qui fait en sorte que ce soit beaucoup plus difficile. C'est vrai qu'il y a des API avec des mobile money qui permettent de le faire, mais ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a déjà cette crainte-là. Il y a la logistique. Parce que oui, une fois que tu as commandé un produit qui a
Bobo Dioulasso, comment tu fais pour l'avoir à Ouagadougou? Comment ça fait pour venir? Quel est le coût? Quelle est la sécurité qui est mise derrière? Ce n'est pas forcément évident. Donc, il y a tous ces paramètres-là qui rendent cela très compliqué, mais de plus en plus de start-up et d'entreprises proposent des solutions pour pouvoir pallier à ça. Et je suis certain qu'à un moment donné, on aura atteint le niveau qui nous permet de pouvoir résoudre toutes ces différentes difficultés. Espérons donc. Et vous, pour ce qui vous concerne, quelles sont par exemple les offres que vous avez aujourd'hui? Alors nous avons fait affaire dans ce domaine-là. Oui. D'accord. Dans un premier temps, dans le domaine de la médecine, comme je disais, nous avons un cabinet qui s'appelle Médecin 2.0. Nous accompagnons sur le plan entrepreneurial les professionnels de santé et toute personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat médical. C'est que si vous voulez par exemple ouvrir une clinique, si vous voulez par exemple vous lancer dans une ONG qui sera orientée dans le domaine de la santé, nous vous apportons notre expertise pour vous permettre de mettre en place votre projet. Et en marge aussi de cela, je partage mon expérience et mes connaissances dans les universités au niveau des étudiants en médecine pour leur partager mon savoir-faire et leur montrer quel est le profil de carrière qu'ils doivent avoir après la formation. Parce qu'il faut savoir que même les étudiants en médecine sont victimes aussi du chômage après la formation. On a des médecins qui sont au chômage. Ça ne touche pas seulement les autres disciplines. Donc ça, c'est ce que nous faisons. Donc régulièrement sur Internet, je partage dans mes connaissances dessus. J'ai déjà eu à publier plusieurs ouvrages dans lesquels je parle de cela. Donc on a ces livres que nous vendons, il y a ces accompagnements que nous vendons. On a une entreprise qui s'appelle Njoka, qui est une entreprise agroalimentaire où nous fabriquons plusieurs produits, des chips, des croquettes, des boissons que nous commercialisons aussi au Cameroun et dans plusieurs autres pays. On a une marque qui s'appelle SM, qui fait dans le domaine du textile. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je suis au Burkina, parce que je travaille avec beaucoup d'artisans burkinabés qui nous livrent le Faso d'Anfani, parce que le Faso d'Anfani, c'est notre principal outil de démarcation, parce que parfois les Burkinabés ne se rendent pas compte à quel point c'est un emblème qui peut conquérir le monde. Nous, on l'utilise avec notre marque au Cameroun et dans plusieurs autres pays. Vous êtes un ambassadeur du Faso? Oui, bien sûr, oui. Donc, vous voyez qu'en réalité, ce sont ces différents produits que nous présentons sur Internet et des personnes qui sont intéressées viennent dans nos bureaux. On en a plusieurs dans plusieurs pays ou alors dans nos différentes boutiques ou alors dans nos espaces de distribution pour acheter nos différents produits et services. Voilà. Donc, le message, il est là. Ça veut dire que ça marche. Il faut être dynamique, il faut bouger. De plus en plus, ne plus se contenter d'un seul emploi. Il faut bouger partout. Oui, il faut bouger, il faut diversifier ses connaissances et il faut régulièrement s'adapter aux nouvelles évolutions. Sinon, très vite, tu vas être dépassé. Très vite. Ouais. En tout cas, c'est cette jeunesse entreprenante, dynamique, qui a de l'audace, qui bouscule. Même quand c'est dur, qui essaie d'avancer. On ne pleure pas. Ah oui, on ne pleure pas. On ne pleure pas. Et vous employez combien de personnes aujourd'hui? Alors, moi, je ne parle pas d'emploi. Dans toutes les entreprises dans lesquelles nous sommes, le terme employé est pratiquement interdit. Oui. Parce que nous, on travaille avec l'identité africaine. On travaille en mettant en avant la culture africaine. Et dans notre culture, on ne parle pas d'employés. On parle de collaborateurs. Ouais. On parle d'associés. Parce que ce ne sont pas des personnes qui sont vos valets, ce sont des personnes qui contribuent à rendre plus rayonnant ce que vous faites. Donc il n'y a pas un rapport de condescendance vis-à-vis d'eux. Donc si je dois parler des personnes avec qui je collabore, c'est plus de 1000 personnes à ce jour. Plus de 1000 personnes? Oui, plus de 1000 à travers le monde. D'accord, c'est bien. Nous sommes presque en fin d'émission, malheureusement. Le temps passe ça va très vite, 52 minutes, déjà vite passé. En tout cas, on va vous dire merci d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. C'est un plaisir énorme de pouvoir participer à cette émission, partager mes minuscules connaissances avec la jeunesse burkinabé. J'espère que la jeunesse, en tout cas, a appris beaucoup de votre passage dans cette émission et qu'elle va s'inspirer de cette énergie qui se dégage, de cette énergie débordante, cette soif de vaincre, cette rage d'entreprendre, justement pour faire bouger l'Afrique. Merci encore d'être passé dans le fauteuil blanc. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, ça sera tout pour ce numéro de Surface de Vérité. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.